enregistrement vidéo. Bien, donc la séance d'aujourd'hui, elle a pour but de corriger quelques exercices qui sont en lien avec ce thème de l'eau et l'environnement. Les deux premiers exercices, il y en a un qui porte sur l'impact des pluies acides, qui est dans ce thème-là. Le 9, c'est sur un contrôle de qualité de l'eau et notamment le dosage du plomb dans l'eau, parce que le plomb, il faut le contrôler, il est responsable de pas mal de maladies. Donc c'est un exemple de type de dosage du plomb, par titrage. Et enfin l'exercice 14 qui porte sur une source d'énergie un peu effrayante qu'on appelle les hydrates de carbone. On va voir ça dans la correction. Puis après j'introduirai l'activité que je vais vous mettre par mail et sur l'ENT qui sera à chercher et à me rendre pour la rentrée. C'est une activité sur les courants marins. Donc ce thème sur l'eau, il y a plein de choses dans ce thème de l'eau. Là, cette sous-partie du thème de l'eau, elle porte sur l'eau et l'environnement. C'est pour ça qu'on parle de pollution, de contrôle qualité de l'eau, etc. Et dans le thème qui viendra après, on parlera plus de l'eau et de l'énergie liée à l'eau. Et il y a l'eau et ressources aussi, ce sont 3 sous-thèmes qu'on abordera. On fera peut-être l'eau et les ressources avant. Alors, donc dans l'exercice 6, vous aviez un exercice qui porte sur ce qu'ils appellent les avennes, c'est-à-dire en fait des grottes. Vous avez peut-être vu en SVT, vous faites tous, à part Maxime mais qui n'est pas là, vous faites tous SVT. Et vous parlez des massifs karstiques, ça vous parle peut-être quand vous faites un peu de géologie. Ce sont des montagnes creusées par les pluies acides qui sont des montagnes calcaires la plupart du temps. Enfin, qui sont des montagnes calcaires. Un avenne, donc c'est une caverne qui est creusée dans les roches calcaires. On peut y voir à l'intérieur de superbes concrétions, des stalactites et des stalagmites. Donc vous savez que toutes les grottes, vous avez au plafond des stalactites qui descendent et des stalagmites qui viennent du sol, donc des espèces de pics qui partent du sol et qui montent également. Le but de l'exercice, c'est de comprendre un peu leur formation à travers les réactions chimiques qui peuvent se produire. D'abord, sur la formation des cavernes elles-mêmes. L'air contient du dioxyde de carbone, vous le savez tous, d'ailleurs il en contient de plus en plus. Et il se dissout en partie dans les eaux de ruissellement, comme le dioxyde de soufre, ce qu'on avait dit les semaines d'avant. Et le dioxyde de carbone dissous s'écrit de la manière suivante, alors c'est ce qu'il y a le plus délicat dans les chapitres sur les acides bases que vous voyez dans le tronc commun, c'est que le dioxyde de carbone dissous, on n'écrit pas simplement CO2 aqueux, mais on peut aussi dire qu'il peut se combiner avec une molécule d'eau, même s'ils ne sont pas accrochés, pour former une substance qui intervient dans un couple acide-base. Donc quand ça se dissout dans l'eau, on peut noter ça sous cette forme-là. Et puis il faut expliquer la formation de fissures, puis de cavernes, lorsque les eaux traversent les roches calcaires à l'aide d'une réaction dont on donnera l'équation. Et puis par ailleurs, on nous donne ici les couples acide-base qui peuvent intervenir dans les réactions acido-basiques. Le calcaire, qui est constitué de carbonate de calcium, CaCO3, solide. On nous dit qu'il est peu soluble dans l'eau pure, c'est-à-dire que de l'eau normale pour laquelle vous versez de l'eau sur de la roche calcaire, il se passe pas grand-chose. Elle reste intacte quasiment. En revanche, l'hydrogénocarbonate, qui est noté sous la forme solide CaHCO3 2 fois, lui, il est soluble dans l'eau. Alors on va essayer d'utiliser toutes ces données et puis pour répondre aux questions posées. D'abord, expliquer la formation de fissures en cherchant à trouver une réaction qui se produit lorsque la pluie qui contient du CO2 dissous va arriver en contact avec la roche. Alors la roche, c'est du calcaire, c'est ce qu'on nous dit, et donc le calcaire est constitué de carbonate de calcium, voilà, solide. Ça c'est le calcaire. Alors il y a une chose à savoir, c'est que on l'avait déjà vu, le calcaire solide en fait c'est un solide ionique, donc qui est formé de Ca2+, auxquels sont accrochés
des ions CO3 2-. Donc quand je lis CaCO3 solide, en fait, il faut que je lise le fait que j'ai des ions calcium Ca2+, auxquels sont attirés et accrochés par des liaisons ioniques des ions carbonates qui sont CO3 2-. Tout ça est solide puisque c'est accroché les uns aux autres. C'est pas des liaisons covalentes, c'est des liaisons ioniques. Donc je peux très bien dire que ça va faire intervenir cette espèce chimique là qui intervient dans ce couple ici. Donc le calcaire contient des CO3 2-. Et puis l'eau dans laquelle il y a du CO2 dissous, elle contient cette espèce chimique. Donc on va pouvoir avoir une réaction entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Donc le dioxyde de carbone dissous dans l'eau est l'acide du couple. Il est noté ici. Donc c'est ce couple-là. Enfin, l'acide va réagir avec le carbonate de calcium qui est présent dans le calcaire suivant la réaction acido-basique suivante. En fait, il faut que j'imagine que c'est le CO3 2- qui va réagir. Alors, on avait déjà vu ce type de réaction. Donc, j'écris quand même CaCO3 en ayant à l'esprit qu'ici, c'est CO3 2- qui va réagir. Et qu'à côté, j'ai du Ca2+. Donc, le Ca2+ va être spectateur, je vais le récupérer à la fin. Mais le CO3 2- va capter un H+, il va se transformer en HCO3-. Mais de la même manière, CO2H2O, cette espèce chimique qui est acide, va perdre un H+, et se transformer en sa base conjuguée HCO3- également. Donc j'ai celui-là qui va se transformer en HCO3-, donc cette base qui se transforme en HCO3-, et cet acide qui se transforme en HCO3- aussi. Ce qui fait que je me trouve avec 2 HCO3-. Voilà pourquoi j'ai ce 2-là. Voilà la réaction acido-basique qui s'est produite. Donc comment expliquer que j'ai des fissures puis des cavernes qui se forment? J'ai du CO2 qui entre en contact avec cette roche solide, mais en fait quand je regarde à la fin de la réaction, tout est aqueux. Donc ça s'est dissous indirectement. Ça s'est transformé, ensuite c'est dissous en solution. Donc le CaHCO3 solide, lui, il est soluble dans l'eau. Donc cette combinaison-là de HCO3, HCO3- 2 fois avec Ca, de plus, ça va pas s'accrocher pour former un solide. Alors je vais enlever toutes mes annotations. Donc ces deux espèces chimiques-là vont pas s'associer pour former un solide parce que CaHCO3 2 fois solide, que ça pourrait former, est soluble dans l'eau. Donc ça va rester sous cette forme là que j'ai entourée, 2HCO3- et Ca2+ aqueux. Donc ça reste dans l'eau, et l'eau qui continue à tomber s'écoule, elle va s'écouler dans les ruisseaux, dans les rivières, etc. Et puis après jusqu'au fleuve. Donc cette roche qui était présente ici à la surface se retrouve dans l'eau, elle s'évacue. Donc cette roche calcaire va former des fissures, puisque à l'endroit où ça va couler, ça va consommer une partie de la matière. Puis ces fissures, elles vont concentrer les eaux de ruissellement, donc ça va continuer à ronger, et progressivement, ça va carrément former des cavernes. Voilà comment se forment les fissures, puis les cavernes. Alors je vais un peu vite, mais je vous mettrai le lien vidéo de toute cette correction par la suite, comme je le fais habituellement. Maintenant, comment expliquer dans une caverne, si je fais un petit croquis, ça c'est une caverne. Vous avez ici les murs, donc la roche. Eh bien, vous avez au plafond des stalactites, et puis vous avez parfois aussi au sol des stalagmites. Alors le but, ça s'appelle des concrétions, tout ça, le but c'est d'expliquer un petit peu leur formation. À l'issue de leur traversée des couches calcaires, le calcaire et le dioxyde de carbone se sont transformés en une espèce chimique dissoute dans l'eau de ruissellement. Quelle est cette espèce? Alors d'abord, ça n'a rien à voir avec la concrétion pour l'instant. On nous demande de donner la nature de l'espèce chimique qui se forme lorsque le calcaire et le dioxyde de carbone se sont transformés et ont réagi. On l'a vu tout à l'heure, c'est l'ion hydrogénocarbonate et les ions calcium qu'on récupère. Alors cette espèce, elle est amphotère, c'est-à-dire qu'elle est capable de réagir avec elle-même. On le voit dans les couples précédents, si je reviens un petit peu en arrière.
Alors ça, c'était dans le tronc commun qu'on avait vu, hein, la notion d'amphotère. Le HCO3-, il est présent ici dans ce couple, c'est la base du couple, mais il est aussi présent dans ce couple-là, et là, il est l'acide du deuxième couple, donc il est amphotère. Les couples acide-base qui interviennent sont, je les recopie, hein, CO2, H2O, le tout aqueux, et HCO3-, ça c'est la base conjuguée, et puis HCO3-, l'acide, qui donnerait CO3-, la base conjuguée. Et on voit que il est présent dans les deux couples, l'un il est basique, l'autre il est acide. Et donc il va pouvoir réagir avec lui-même, puisqu'il est basique d'un couple, la base d'un couple, et acide d'un autre couple. Un petit peu comme l'autoprotolyse de l'eau, que vous avez dû voir en tronc commun, mais la molécule d'eau, elle intervient dans deux couples, donc elle peut réagir avec elle-même en tant qu'acide et base pour former la base conjuguée d'un couple et l'acide conjugué de l'autre couple. Donc si je fais réagir cette espèce-là avec cette espèce-là, quand je les combine ensemble, ces deux-là, je vais pouvoir récupérer les deux autres espèces. Donc l'ion hydrogénocarbonate réagit sur lui-même, suivant la réaction acido-basique suivante. Ça va être relativement simple. J'écris ce qui est en rouge plus ce qui est en noir, qui donne tout le reste. Alors j'aurais pu le mettre deux fois, mais c'est pour expliquer avec les couleurs d'où ils viennent. Hein. Le HCO3- de ce couple plus le HCO3- rouge de ce couple va donner CO3- plus CO2 H2O aqueux. Voilà la réaction qui peut se produire avec le HCO3- qu'on retrouve dissous dans les eaux qui s'écoulent à l'intérieur de la roche. Donc les eaux qui s'écoulent, qui contiennent ces espèces chimiques-là, hein, les eaux qui s'écoulent dans les fissures, etc., elles s'infiltrent, elles peuvent s'écouler comme ça, et puis former des petites gouttes qui retombent ici ensuite, là, ce sont des gouttes d'eau. Et dedans, dans ces gouttes qui s'écoulent, vous avez des HCO3- qui sont présents. Alors, il y a bien donc une réaction entre l'acide et la base, qui sont les deux mêmes espèces chimiques d'un autre couple. Maintenant, cette réaction-là va nous permettre d'expliquer pourquoi j'ai la formation de ce qu'on appelle des stalactites et des stalagmites. Donc, une stalactite qui tombe, donc tite avec un T, et stalagmite qui monte avec un M. Alors, comment expliquer cette formation? Lorsqu'une goutte d'eau de ruissellement stagne au plafond de la veine ou tombe au fond de la veine, le dioxyde de carbone quitte progressivement la solution et une stalactite ou une stalagmite qui monte se forme alors soit au plafond soit au sol. Expliquer la formation des concrétions. Donc, si je prends la stalactite comme ça au plafond et que j'imagine la goutte d'eau qui s'est formée ici, qui stagne un petit peu avant de s'écouler. Cette goutte d'eau, elle contient tout un tas d'espèces chimiques dissoutes à l'intérieur, dont du CO2, et puis également d'autres espèces chimiques que je pourrais mettre ici en vert, qui sont, on avait dit précédemment, CO3-. Donc j'ai du CO3- aqueux qui est présent dedans, mais j'ai également en rouge, hein, c'est ce que j'ai mis en rouge, des CO2 qui sont présents aussi, qui sont dissous. Mais s'ils s'échappent, je vais me retrouver avec que du CO3- présent, avec un reste de calcium qui y avait aussi, alors ça je l'ai pas mis, mais d'après les réactions précédentes, hein, si je reviens en arrière, ici j'ai aussi des ions calcium qui sont présents dans la goutte. Donc je peux rajouter ici en noir des ions calcium qui sont présents et dissous, voilà les ions qui sont présents encore dissous dans la goutte d'eau. Et ben ces deux-là vont pouvoir se combiner, ce qu'on a dit que le carbonate de calcium était très peu soluble dans l'eau. Et c'est marqué ici dans l'énoncé. L'hydrogénocarbonate de calcium, pardon, j'ai dit une bêtise, est très peu soluble dans l'eau. Alors, j'ai omis de le préciser, j'ai encore présent
dans cette goutte d'eau une autre espèce chimique que je vais pouvoir mettre dans une autre couleur encore, une dernière couleur, et je vais choisir du violet. J'ai plein d'espèces chimiques dissoutes. Alors là, on voit quasiment plus rien de ce que je suis en train de faire. Mais j'ai du HCO3- qui est présent aussi dedans. Parce qu'il ne réagit pas totalement. Hein. D'ailleurs, ici, c'est un équilibre. Hein. C'est pas une réaction totale entre les deux. Donc, il en reste. Eh ben, cette espèce calcium et cet hydrogénocarbonate vont pouvoir se combiner pour former un précipité solide d'hydrogénocarbonate de calcium. Donc, l'eau qui coule dans les cavernes contient beaucoup de d'ions hydrogénocarbonate et d'ions calcium qui vont pouvoir se combiner parce qu'on a vu d'après le document 2B que les hydrogénocarbonates et les calciums vont pouvoir se combiner pour former. Qu'est-ce que j'ai mis là? On a la réaction, tac. Alors le dioxyde de carbone s'échappe de la solution. Bon, ça on avait parlé, hein, le dioxyde de carbone s'échappe de la solution. Il ne reste plus que CO3-, Ca2+, et H2O. J'ai dit une bêtise, pardon, Après, j'ai plus de HCO3-. Je me retrouve avec du CO3- qui va se combiner avec le Ca2+, pour former le carbonate de calcium. Je vous ai dit une bêtise, excusez-moi. Je reviens un petit peu en arrière hein, sur les données de l'énoncé. L'hydrogénocarbonate, il est soluble, mais c'est le carbonate de calcium qui n'est pas soluble, lui. Donc tant que, je reviens sur mes explications, tant que j'ai du HCO3- qui est présent, bah, il va pas se combiner avec le Ca2+, puisqu'ils sont solubles, les deux. Maintenant, une fois que j'en ai plus, et que j'ai fait cette réaction-là, quand j'en ai plus beaucoup, eh bien, ces deux espèces chimiques-là vont pouvoir s'accrocher pour former le carbonate de calcium, qui lui est insoluble. Donc, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Le carbonate de calcium va se former entre ces deux espèces-là, qui vont s'accrocher, parce que il est insoluble dans l'eau pure. Et du coup, ça précipite et ça donne du solide. Et c'est ça qui va former à la surface une petite partie solide, et ça va agrandir la stalactite. Et de la même manière, vers le bas, ça va agrandir la stalagmite. Donc c'est une concrétion solide qui va se former. Parce que le CO2 qui était dissous a pu s'échapper. Bon, excusez-moi pour la clarté des explications, là sur la fin j'ai pas été très clair. Je reviens sur l'exercice, maintenant j'enchaîne avec l'exercice 9. À moins qu'il y ait des questions, n'hésitez pas à en poser si vous avez des questions. Alors je vois qu'entre temps il y a du monde qui est arrivé. Bonjour Hamza, bonjour Léa. Qui est-ce qui est arrivé encore? Bonjour Jade. Je poursuis avec l'exercice 9. C'est un titrage. Donc titrage, c'est un dosage avec une réaction chimique. Et cette fois-ci, c'est celui du plomb, le titrage du plomb. Ok, bonjour. Alors, le plomb, c'est important de le surveiller, hein, parce qu'il est responsable de maladies hyper graves, le saturnisme en particulier, dont on parle plus trop en ce moment, mais c'est vraiment... Si, on en a parlé avec Notre-Dame de Paris et la combustion, enfin l'incendie qu'il y a eu, et il y a eu beaucoup de plomb après qui s'est réparti, les écoles à proximité avaient peur de s'intoxiquer. Alors il y a peut-être une question, j'ai entendu un bip, je vais vérifier. Non, il n'y a pas de question, c'était Léa qui répondait. Donc si c'est le plomb et les ions plomb qui sont dans l'eau, si c'est dangereux pour la santé, bah, il faut trouver un moyen de contrôler la quantité qu'il y a. On estime que la concentration, avant elle ne devait pas dépasser 25 microgrammes par litre. Maintenant, de nos jours, les normes font en sorte que on ne doit pas dépasser 10 microgrammes de plomb par litre d'eau. Sinon, c'est dangereux pour la santé. Alors, les ions plomb qui sont présents dans l'eau, en plus ou moins grande quantité, on sait qu'ils réagissent avec le DTA. Donc c'est une espèce chimique, éthylène diamine tétraacétate, on s'en fiche un peu de ce nom, il est un peu compliqué. On sait qu'il y a une réaction entre les deux, et ça forme une espèce chimique qui est incolore, qui sera notée Y2, H2Y2-.
Alors le DTA, symboliquement, il est noté H4Y, donc ça va être le deuxième réactif qui réagit avec Pb2+. Et on nous dit c'est un tétraacide. Bon, peu importe, mais ça veut dire qu'il peut céder, tétra ça veut dire 4, il peut céder 4 H+. Et à un pH, lorsque le pH est à 5,2, il est présent sous la forme de H2Y2-. Donc cette espèce chimique-là, si je suis à un pH égal 5,2, en fait, le DTA, il est sous cette forme-là. Donc, il va être sous cette forme-là si j'ai fait en sorte d'avoir un pH de 5,2. Donc là, j'ai entouré les deux réactifs de la réaction de titrage. L'équation de la réaction entre les ions plomb et ces ions-là, H2Y2-, elle est notée ici directement. Et donc, je sais que ça forme du PbY2- plus 2 ions H+. Après, j'ai un indicateur coloré. Un indicateur coloré que je vais mettre d'une autre couleur ici, c'est l'orangé de xylénol. Alors, il se trouve que cet indicateur coloré, c'est une espèce chimique qui est jaune, en temps normal. Mais s'il y a des ions Pb2+, elle va basculer au rose. Lorsqu'il y a du Pb2+, ça va s'associer, ça va donner du rose. On souhaite déterminer la concentration en ion plomb Pb2+ dans un cours d'eau par un titrage colorimétrique. Donc ça veut dire qu'on met aucun appareil de mesure, qu'on va disposer d'une éprouvette graduée, dans laquelle on va mettre le réactif titrant, et en dessous, on va mettre le réactif titré. Alors le mieux, c'est dans un Erlen souvent, parce qu'on va mieux voir l'apparition de la couleur. Et puis comme j'ai pas besoin de mettre d'instrument de mesure dedans, j'ai pas besoin d'avoir une grande ouverture ici. Donc ici, je vais mettre une l'espèce chimique titrante, et là, en dessous, l'espèce chimique titrée. Donc c'est celle qui contiendra les ions plomb en bas. Donc il y aura les ions Pb2+ là-dedans, avec d'autres, hein, mais c'est les Pb2+ qui vont m'intéresser, qui vont être présents ici dans cette solution. Et puis au-dessus, j'aurai le DTA qui est sous la forme H2Y2-, qui va pouvoir être versé pour réagir avec les ions Pb2+. Voilà le contexte. Et on va faire un dosage comme ça. Mais par ailleurs, on a rajouté dans la solution, donc ça c'est pour le faire en schéma, que vous compreniez bien, un indicateur coloré. J'aurais pas dû choisir cette couleur-là. Qui est on a mis là-dedans le xylénol, là, qui change de couleur en fonction de s'il y a des ions plomb ou pas. Sans les ions plomb, xylénol. Sans les ions plomb, il est jaune, et avec les ions plomb, il est rose. Ce qu'on a pris, c'est un volume de 100 ml de solution d'eau, auquel on a rajouté 50 ml d'une solution tampon de manière à maintenir un pH de 5,2. Ça me permet d'avoir le DTA sous cette forme. Puis on rajoute quelques gouttes de xylénol là, dans la solution, et puis on titre. Ensuite, par une solution dont on connaît la concentration de l'espèce titrante, elle est connue, elle vaut 2,10-3. C'est la concentration C1 que j'ai ici. Je sais qu'arrivé à un certain stade, je vais avoir un changement de couleur. On a un volume équivalent qui va être le volume de cette espèce chimique versée ici. Alors, je ne sais pas à combien il sera, mais je vais arriver à un certain niveau et j'aurai le changement de couleur. Il vaut 14,6 ml. Bon, ensuite, on me dit quel est le réactif titrant, ça c'est la première question, et quel est le réactif titré. Donc c'est relativement facile. Le titrant, je l'ai noté là-haut, ça c'est le titrant, et le titré c'est le Pb2+. Donc le réactif titré c'est l'ion Pb2+, le titrant c'est le DTA sous la forme H2Y2-, pardon. Ion H2Y2-. Quel changement de couleur observe-t-on dans le milieu réactionnel à l'équivalence? Donc avant l'équivalence, au tout début, tant que j'ai pas versé de H2Y2- de DTA,
c'est le DTA qui est ici. Tant que j'en ai pas versé, bah, j'ai des ions plomb, donc le xylénol, il est jaune. Donc il est d'abord jaune au départ. Parce que bah, c'est sa couleur naturelle. Non, pardon, il est d'abord rose, parce qu'il réagit avec les ions plomb. Il est rose en premier. Alors du rose, je sais pas si j'en ai. Au départ, la solution, elle est rose. Parce que j'ai des ions plomb. Et que les ions plomb, c'est indiqué ici. Avec le xylénol, ça fait rose. Puis, à force de faire mon dosage, je vais consommer tous les ions plomb. Donc, j'aurai plus d'ions plomb. Ce qui fait que je vais plus avoir la coloration rose et le xylénol va repasser au jaune. Donc, pour répondre à la question, le changement de couleur, c'est que les ions plomb Pb2+, comme ils réagissent avec l'orangé de xylénol, le mélange, il est d'abord rose. Puis, à l'équivalence, tous les ions plomb sont consommés, il n'y en a plus. Donc, ils sont sous la forme de Pby2-. Du coup, l'orangé de xylénol ne peut plus se combiner avec les ions plomb pour former la coloration rose, il redevient jaune. Donc je passe du rose au jaune. Donc c'était rose, ça passe jaune. Et c'est comme ça qu'on repère l'équivalence. Déterminer la relation à l'équivalence alors je vais jusqu'au bout de mon petit délire là, rose devient jaune. Donc on repère à la goutte près le volume équivalent, donc l'équivalence, ce qui fait qu'on va être très très précis sur les volumes qu'on a pu verser. Maintenant, quelle est la relation à l'équivalence? Quand je regarde l'équation du dosage qui est là-haut, ici, j'ai la quantité de matière N1 de DTA versée à l'équivalence, donc N1, c'est celle qui est versée à l'équivalence ici, et la quantité de matière initiale de ion Pb2+, ici, que je vais noter N0. Bah, je sais qu'à l'équivalence, normalement j'ai une relation, c'est Na sur son coefficient Na sur A égale Nb sur B. Bon bah là les coefficients stoichiométriques c'est 1. Devant j'ai un facteur 1. Donc je vais avoir N1 sur 1 qui est égal à N0 sur 1, autrement dit N1 égale N0. Donc à l'équivalence N0 égale N1. Bon, je vais m'en servir ensuite pour calculer la concentration d'ion plomb qu'il y avait présent dans l'eau. Donc déterminer maintenant la concentration molaire, C0, en ion Pb2+, qu'il y avait dans l'eau analysée. Bah, ce que je sais, c'est que j'avais un volume V0 de 100 ml qui a été prélevé. Donc N0, c'est C0 fois V0. Et puis, pour le réactif titrant, et la quantité de matière versée à l'équivalence N1, bah, je sais que j'avais une concentration C1 et un volume V équivalent qui a été versé à l'équivalence. Du coup, j'ai la relation C0 fois V0 égale C1 fois V équivalent. Donc moi, ce que je cherchais la concentration C0, ben, je vais diviser le tout par V0. Ça me donne C0 égale la concentration C1 de 10-3 fois le volume équivalent 14,6 que j'ai laissé en millilitres divisé par V0, que je bascule de l'autre côté, je divise, que je laisse en millilitres aussi. Et je trouve 2,92 10-4 mol par litre. Ça, c'était dans les 100 ml d'eau prélevée. Maintenant, il faut que j'en déduise la concentration massique en plomb. Alors, je rappelle qu'il y a une relation entre Cm et petit c, qui est la concentration molaire. J'ai des grammes par litre d'un côté et j'ai des moles par litre de l'autre. Si je veux transformer des moles en grammes, eh ben, il suffit de multiplier par la masse molaire. Quand je multiplie par grand M, je transforme des moles en grammes. Ça me fait petit m fois grand M. C'est une relation de course. Donc je multiplie par grand M pour trouver la concentration massique. Et je trouve, la masse molaire était donnée pour le plomb, vous la trouvez dans le RAVA sinon, c'est l'atome de plomb à la même masse molaire que l'ion plomb. Et on trouve 60,5 mg par litre. Autrement dit, on est très très largement au-delà de la norme. Donc sa concentration massique est très très supérieure à 25 ou 10 microgrammes maintenant, 10 microgrammes par litre. Il ne s'agit surtout pas de boire de cette eau-là, parce qu'elle est vraiment vraiment au-delà. On a quelque chose qui est
6000 fois trop concentrée. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc surtout, cette eau, elle est très très polluée. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions? Non. Ok. Qui est-ce que j'ai pas vu? Non, tout le monde est là. Non, pour Hussam, parfait. Alors, je termine. Il est quelle heure? Ok. Je termine avec les hydrates de gaz. On n'en parle plus trop en ce moment, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, puis c'est au programme de SP, hein, il faut avoir vu cette notion-là. Alors, les hydrates de gaz, ce sont des gaz en fait qui sont piégés de façon, donc ils sont stables, hein, et qui sont piégés dans l'eau ou dans les sédiments. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez ici dans le document 1 le domaine de stabilité donc des hydrates de gaz. Ça veut dire qu'ils restent stables, ils restent à l'endroit où ils sont. Alors les fameux gaz dont on parle, hein, c'est du méthane surtout. Et le méthane, c'est un gaz que vous utilisez pour cuisiner chez vous, peut-être. C'est celui qui, si vous cuisinez au gaz, c'est le méthane qui vous utilisez. Mais c'est aussi un gaz qui, quand il se retrouve dans l'atmosphère, il est extrêmement nocif parce qu'il a, il a un effet de serre 20 fois supérieur au CO2. Alors ce graphique, il faut essayer de le comprendre. Vous avez d'un côté, schématiquement, en ordonnée, vous avez la profondeur. Donc la profondeur, indirectement, vous avez le niveau 0, et puis vous entrez sous le niveau des océans. Donc vous avez les océans, ici. Et puis après, à une profondeur moyenne ici, qui est indiquée pour cet exemple-là, à 2 km et quelques de profondeur, vous avez plus d'océan, vous avez le plancher océanique, et après vous avez les sédiments. Ça a été fait pour un océan de 2 km 500 à peu près de profondeur. Vous avez ici, parallèlement, la température en abscisse. La température. Donc, vous avez la température avec des petits pointillés bleus pour montrer qu'on est dans l'océan avant d'arriver dans les sédiments et qui diminue progressivement au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans les profondeurs de l'océan. Et puis, même si on s'enfonce sur la fin, la température n'évolue plus vraiment. On est vers les 4-5 degrés de façon à peu près régulière, qu'on soit à 2000 mètres de profondeur ou 2500, ça évolue plus trop la température d'eau. Mais à la surface, on a une température qui diminue assez rapidement dans les 1000 premiers mètres. Puis après, quand je vais dans les sédiments, c'est une évolution de température inverse. Je vois, du moment que je suis dans les sédiments, que la température dans les sédiments, elle, au fur et à mesure que je m'enfonce, elle augmente jusqu'à approcher les 30 degrés carrément quand je suis à 3 ou 4000 mètres de profondeur. Puis vous avez ici toute une zone qui est colorée en vert, qui montre que dans cette zone-là, si j'ai ces conditions qui sont réunies, alors j'ai des hydrates de gaz qui sont stables. Mais si je suis dans une zone qui est ici, avec des températures qui sont ici, soit pour les sédiments, soit pour l'eau des océans, j'ai les hydrates de gaz qui deviennent instables. Et puis la frontière entre les deux, c'est la courbe de dissociation, donc c'est entre les deux que je vais avoir le gaz qui s'échappe. Vous avez la répartition des réserves de carbone organique, donc directement c'est le méthane, et vous en avez 10 000 ici qui sont dans les hydrates de gaz. Les combustibles fossiles, donc c'est-à-dire 53% des réserves de gaz mondiales de la Terre sont présentes dans ces hydrates de gaz qu'on n'a toujours pas exploités. Donc il en reste encore énormément. Les combustibles fossiles, hein, les pétroles qu'on a utilisés, etc., c'était 26%. Après, il y en a d'autres, il y en a dans l'atmosphère, etc. Il y en a peu dans l'atmosphère, 0,02%. Donc si ces 53% se retrouvent dans l'atmosphère, on a énormément de carbone organique qui peut se retrouver dans l'atmosphère. Alors les hydrates de gaz d'aspect semblable à celui de la glace sont constitués d'un assemblage de molécules d'eau entourant le plus souvent du méthane et du dioxyde de carbone. Donc en fait c'est des molécules d'eau qui vont piéger le méthane. Pourquoi je vois plus? Hop, pardon.
Les hydrates de gaz constituent la source d'énergie fossile considérable, qui n'est pas exploitée commercialement à l'heure actuelle. Et puis il y a des tarés qui essayent de l'exploiter. Des expériences pilotes d'exploitation des gisements sont effectuées, mais divers problèmes techniques restent à régler. Les hydrates de gaz permettent de cimenter les sédiments marins. Ils jouent ainsi un rôle crucial dans la stabilité des sols océaniques. Les sédiments abritent de nombreuses espèces végétales et animales qui utilisent le métal comme contenu dans les hydrates comme source d'énergie. Par ailleurs, les hydrates de gaz peuvent provoquer des dégagements de gaz à effet de serre. Dans un article de décembre 2011, ils ont observé des centaines de fontaines naturelles de méthane dans l'océan Arctique. Donc vous avez des bulles de gaz qui s'échappent comme ça. Ils rapportent, c'est la première fois que nous observons des fontaines de bulles aussi impressionnantes. Elles font plus de 1000 mètres de diamètre et recrachent dans l'atmosphère du méthane gazeux en continu. C'est incroyable et terrifiant. Le méthane est un gaz à effet de serre dont les effets sont 20 fois supérieurs à ceux du dioxyde de carbone. Les quantités de méthane libérées pourraient transformer radicalement les modèles actuels d'évolution du climat. Bon, alors, après ces réjouissances, on va voir un petit peu les questions qui sont posées. Comment évolue la température des sédiments avec leur profondeur? Ce résultat est-il en accord avec vos connaissances en géologie? Donc ça, c'est sur la lecture graphique, je vous ai dit, quand on regarde les sédiments, leur température, elle augmente. Donc, ce qui explique ce que ça augmente, c'est qu'on se rapproche du magma, du cœur de la Terre, et donc ça signifie qu'on a la température qui augmente, puisque le centre de la Terre est chaud. Donc le document 1 indique que la température des sédiments augmente avec leur profondeur. C'est cohérent, car on sait que plus on s'enfonce sous la croûte terrestre, et plus la température augmente. D'ailleurs, c'est le principe d'une énergie renouvelable intéressante qu'on appelle la géothermie. On vient creuser profondément la Terre pour envoyer un liquide qui va se réchauffer avec la chaleur de la Terre. Les propositions suivantes sont-elles correctes? Les hydrates sont stables à 0 degré. Quand je prends le graphique, je me mets à 0 degré ici. Est-ce qu'à 0 degré les hydrates sont stables? 0 degré, pardon, de toute façon c'est fou, on peut pas atteindre cette température de 0 degré dans les océans, donc il serait stable en théorie, on peut pas atteindre cette température dans les profondeurs de l'océan. Donc ça serait juste en théorie, mais ça ne peut pas se faire en pratique. Il est impossible d'obtenir des hydrates à température ambiante, à 25 degrés. Alors, des hydrates stables à 25 degrés, là, si je regarde à 25 degrés, je suis ici. Donc j'ai aucune possibilité d'être dans la zone verte où les hydrates sont stables. Donc la proposition est juste. Il n'y a pas une seule zone à 25 degrés pour laquelle je pourrais avoir des hydrates stables. Enfin, pour une température donnée, plus la pression augmente et plus les hydrates sont stables. Alors je ne peux pas vraiment utiliser ce graphique, mais c'est juste parce que plus la profondeur augmente, plus la pression augmente. Et je vois que les hydrates sont plus stables à profondeur importante. Regardez ici, la zone de stabilité, elle est plus large, elle est sur une plage de température plus importante quand je suis en profondeur dans les océans. Donc c'est juste, puisque la pression augmente avec la profondeur. Bon, je vais un peu vite, mais je vous mettrai toute la vidéo de la correction sur internet. Déterminer sur le graphique à partir de quelle profondeur les sédiments ne peuvent plus contenir d'hydrates de gaz. Alors, si je reprends le graphique précédent, des hydrates de gaz, et je prends l'évolution de la température des sédiments. Donc, si je suis cette courbe marron, enfin cette droite marron de l'évolution de la température des sédiments, je vais sortir de la zone de stabilité à cet endroit-là, ici. Et donc, je vais lire ensuite la profondeur et éventuellement la température, mais on ne le demande pas. Mais j'aurai une température de 22 degrés environ et une profondeur de 3,3 km sous le niveau des océans. Donc je vais pouvoir dire que les sédiments ne peuvent plus contenir d'hydrates de gaz à partir de 3,3 km de profondeur. Donc à cette profondeur-là, il n'y a plus d'hydrates possibles. Quels peuvent être les problèmes techniques à surmonter pour l'exploitation commerciale des hydrates de gaz? Donc ça, c'est tout l'aspect écologique. Les problèmes,
sont liées à la profondeur des sédiments déjà et l'instabilité des hydrates de gaz. Donc il faut forer, alors si je reprends le graphique, hein, déjà ici, il va falloir forer à différentes profondeurs pour aller chercher ces hydrates de gaz, donc à plus de 1000 mètres souvent, voire 2000 mètres, aller chercher des hydrates de gaz. Si je veux aller chercher dans les sédiments, il faut déjà que j'aille à plus de 2200, 2300 mètres de profondeur. Donc il faut un système de forage adapté aux grandes profondeurs qui permettent de récupérer des hydrates de gaz sous forme solide. Et puis, le mode de transport doit être également adapté pour éviter la dissociation des hydrates de gaz. Il faut éviter que ces gaz-là s'échappent dans l'atmosphère. L'exploitation des hydrates de gaz pourrait favoriser l'emballement du réchauffement climatique, expliquer, oui, si je libère par accident beaucoup d'hydrates dans l'atmosphère, je les rends instables et je les libère dans l'atmosphère, ça va augmenter l'effet de serre. Cela pourrait provoquer une dissociation des hydrates de gaz. Une grande quantité de méthane pourrait être libérée involontairement dans l'atmosphère et du coup renforcer l'effet de serre. Parce que le méthane, il est dit dans l'énoncé, c'est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Et enfin, on termine à répondre à la question initiale en quelques lignes qui était, je reviens dessus, de la question initiale, où est-ce qu'elle était? À l'aide des documents ci-dessous, on souhaite apporter une réponse à la question suivante. Les hydrates de gaz sont-ils une ressource énergétique d'avenir? Oui, mais attention, quoi. Oui et non. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que oui, il y en a beaucoup, mais c'est dangereux quand même, quoi. Parce que de toute façon, ça va se retrouver en CO2 dans l'atmosphère. 53, on peut résumer en disant que 53% des réserves de carbone organique sont stockées sous forme d'hydrates de gaz. Donc il reste encore beaucoup d'énergie comme ça dans le sol. C'est une source qui est 2 fois supérieure à celle du pétrole et des gaz qui sont piégés dans la terre, qui sont en voie d'épuisement tout doucement. Sauf que il y a des problèmes techniques pour aller chercher. Et puis c'est risqué, c'est hyper risqué, parce qu'il peut y avoir des impacts considérables sur l'effet de serre. Donc il vaut mieux pas, il faut arrêter un peu les conneries. Cette exploitation semble être une solution très risquée au niveau de l'environnement et de l'emballement climatique. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et quels seront les pays qui vont se lancer là-dedans, mais il vaut mieux pas trop tenter et jouer avec le feu. Voilà pour cet exercice. Je vous introduis juste l'activité qu'il y aura à chercher pendant les vacances et qu'il faudra me rendre. Alors cette activité, elle va concerner les... Est-ce que je l'ai mis quelque part? Non, je crois pas. Les courants marins. Alors je le dis oralement simplement. Je vais arrêter la vidéo.